Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier podcast de Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de Basket Session et de Rivers. Et à l'approche des playoffs, on a décidé de faire un petit bilan de cette année très particulière. Et pour ça, on va remettre nos awards, voilà, nos trophées de fin de saison. Ce sera nos trophées à nous. On ne dit pas que ça va être les trophées qui seront remis par la NBA, mais ça sera nos coups de cœur personnels. Et pour cette émission, j'ai nos deux plus fines plumes, Antoine Pimel et Shai Mamou, pour m'épauler dans ce premier podcast. Comment ça va, les gars? Ça va, nickel, tout va bien. Impec, en forme. Eh ben, parfait. Alors, première chose, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, une saison 2020-2021 qui n'a pas été simple sur fond de Covid, avec pas mal de blessures aussi, un format raccourci. Vous, à titre personnel, comment vous avez vécu, est-ce que vous avez aimé cette saison? Est-ce que vous a surpris? Quel sentiment général vous avez sur cette année? Moi, je l'ai trouvé un peu longue, perso. Alors, pourtant, ils l'ont raccourci à 72 matchs, mais très honnêtement, ouais, il y a eu des moments où la régulière, elle était un peu... Après, peut-être c'est le contexte, hein, c'est le Covid, tu as des effectifs décimés, c'est un peu spécial. Par contre, la fin, sur la dernière ligne droite, là, tu sens qu'avec l'envie de jouer le play-in et tout, il y avait quand même un peu plus de... Puis les cartons de Curry qui ont aidé aussi. Il y avait un peu plus d'engouement, je trouve. Ouais, j'allais dire un peu la même chose, mais en fait, c'est pas uniquement cette année, mais ça fait des années que moi j'aimerais que les saisons elles soient plus courtes et que au final, tout le monde attend les playoffs et l'excitation, elle arrive en playoffs. Là, effectivement, le coup du play-in, que ce soit sur ce format-là ou sur quelque chose de différent qui arrivera peut-être plus tard, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une fin de saison avec autant d'enjeux à tous les étages et au moins, même si ça ne plaît pas à tout le monde et à certains gros noms de la ligue qu'on ne citera pas, au moins en tant que spectateur, il y avait vraiment de l'enjeu à tous les étages et c'était un peu sympa, quoi. Tu parles de lui ou pas quand tu dis ça n'a pas plu? Non, je veux pas prendre de risques. Il est beaucoup trop influent pour. et Libron a les oreilles qui traînent, il paraît. Donc, tu risques de te faire subtweeter assez rapidement. C'est ça. Non, moi, je reprends un peu votre sentiment. J'avoue que, comme Shai, moi, sur cette premier épisode, j'ai plutôt bien aimé le play-in parce que ça forçait voilà, quasiment 12 équipes par conférence à jouer quelque chose jusqu'au bout. Donc, finalement, je trouve que la fin de saison régulière a été plus pimentée que d'habitude. Et ça nous permet de partir directement sur ces playoffs qui réservent pas mal de surprises, je pense. D'ailleurs, je pense que voilà, on aura l'occasion d'y revenir dans un podcast à venir. Mais donc, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est les awards, les trophées, qui était le meilleur cette année, qui a le plus cartonné dans son registre. Je vous propose qu'on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Simplement, voilà, moi, je me permettrai de donner mes petits choix personnels de manière un petit peu en mode coup de cœur, avec certainement moins d'arguments débattus que les vôtres. Mais je vous propose qu'on commence avec le trophée que tout le monde attend de pied ferme et qui, cette année, était particulièrement disputé. C'est celui de MVP. Alors, Antoine, on va commencer peut-être par toi. Est-ce que tu as eu un sentiment? Parce que cette course, elle a été quand même particulièrement. On a rarement vu une course aussi serrée sur une saison régulière. Mais je suis pas tout. Enfin, en fait, je suis d'accord avec toi. Elle a été serrée pendant longtemps. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de course. Enfin, je mets Nikola Jokic au-dessus de tout le monde. Ok. Mais effectivement, pendant un moment, c'était très ouvert parce qu'on ne savait pas trop. Il y avait des mecs très forts dans des équipes qui jouaient pas forcément bien, notamment Jokic au début, où les Nuggets n'avaient pas forcément un bon bilan. Mais là, pour moi, Jokic est au-dessus. Si tu veux, je peux expliquer pourquoi. Il y a un truc en fait chez moi, chez Jokic. Je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant ou si d'abord on donne d'abord nos. Oui, on va voir si Shai est sur la même longueur d'onde. Et puis après, oui, ça va être intéressant de voir vos arguments. Shai, toi, qui est-ce que tu avais pour ce trophée? Là, je suis d'accord avec Antoine. À l'heure actuelle, ça me paraît compliqué de le donner à quelqu'un d'autre, même si on a entendu un peu partout d'autres candidatures qui se défendaient très bien. Ce qui est drôle, c'est que tous les mois cette saison, on a fait une MVP race sur Basket Session et je ne sais pas s'il y a eu 2 fois de suite le même leader. En fait, c'est ça, on votait entre nous. Un coup, ça a été LeBron, un coup, ça a été Embiid et on a eu donc aussi Jokic. Et ouais, je mets Jokic aussi, simplement parce que le truc qui me freinait à la base pour voter pour lui, c'était justement les résultats de l'équipe que tu évoquais, Antoine, parce qu'ils étaient un peu en dessous des attentes. Mais si en plus, entre les stats et le bilan collectif,
Même avec la blessure de Murray, je le trouve incontestable à l'heure qu'il est. Et toi, Antoine, c'est un peu les mêmes arguments que Shai qui t'ont fait basculer, ou est-ce que tu étais déjà parti sur Jokic depuis le début de saison? Non, au début, j'étais sur deux. En fait, c'est marrant, c'est que c'est ma vision du MVP qui, moi, a changé au long de l'année. C'est-à-dire qu'au début de saison, non, j'étais pas spécialement sur Jokic. J'étais plus même sur LeBron, je crois, au tout début de la saison. Mais le truc, c'est que le bilan, que moi, avant, je voyais vraiment comme un truc important. Genre, tu vois, pour moi, le MVP, là, c'est dur à définir, tu vois, le MVP. Bien sûr. J'avais ce côté un peu traditionnel de le meilleur joueur de la meilleure équipe. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai évolué sur ce truc-là. Et le bilan de Jokic, le bilan des Nuggets plutôt, genre je le vois comme un truc positif, mais pour une autre raison. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, par exemple, il y a LeBron qui disait que tu vois, Curry, il a peut-être fait la meilleure saison, qu'on se concentre trop sur les bilans, etc. Et du coup, il y a un argument pour Curry, c'est de se dire, ouais, les Warriors sans Curry, en fait, ils seraient absolument catastrophiques. Et il y a même des stats, alors ça inclut pas leur grosse fin de saison, mais il y a même une stat comme quoi ils sont pires que l'an dernier quand il n'y a pas Curry. Et du coup, bah, l'idée, c'est de se dire, OK, Curry, il a pris une équipe nulle, entre guillemets, et il en a fait, bah, voilà, il les amène à la 8e place à l'Ouest, ce qu'on pourrait dire une équipe moyenne. Mais je trouve que Jokic, en fait, et c'est là où je trouve qu'il est ultra valuable, et ça rentre dans la définition, c'est que si tu enlèves Jokic des Nuggets, franchement, c'est une équipe ultra moyenne, en fait. Et on s'en rend même plus compte. Mais t'imagines une équipe avec juste Murray et Michael Porter Jr., est-ce qu'elle vaut plus que les Pélicans de Lonzo Ball, Zion et Brandon Ingram? Est-ce qu'elle vaut plus que les Warriors avec juste Curry? Tu vois, je suis pas sûr. Tu vois, est-ce que tu peux te dire que les Nuggets sans Murray, sans Jokic, ils feraient aussi bien que les Warriors juste avec Curry? Donc en fait, le bilan pour moi de Jokic, il est parlant parce qu'en fait, une équipe moyenne, il arrive à t'en faire un candidat au titre, à t'en faire une équipe de top 3. Et c'est ça que je retiens surtout en fait dans le fait qu'il soit troisième aujourd'hui à l'Ouest, c'est de se dire, mais en fait, ce gars-là, il est tellement fort qu'il arrive à en faire une équipe incontournable. Et je trouve que c'est encore plus fort de faire passer une équipe moyenne à candidat au titre que de faire passer une équipe nulle à équipe moyenne, par exemple. Hmm. Ouais, bah, super argumentaire. Effectivement, je pense que de toute façon, l'essentiel des arguments pèse en faveur de Nikola Jokic sur cette saison. Le fait que les Nuggets, finalement, aient réussi à plutôt bien encaisser sur la fin de saison régulière, en tout cas en playoff, on verra, mais la blessure de Jamal Murray, ça pèse aussi, ça prouve l'impact qu'a Jokic. Moi, pour mon petit coup de cœur, pour rien vous cacher, j'avais mis Stephen Curry, un petit peu pour les arguments que tu as donnés. C'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé assez fou cette saison, c'est que voilà, je pense quand même que si tu retires Stephen Curry des Warriors, tu es potentiellement plus faible que les Timberwolves, ou en tout cas en termes de talent pur, tu n'es vraiment pas dans ces sphères-là. Et j'ai trouvé à titre personnel assez sympa voilà, ça montait en puissance à fur et à mesure de la saison en fonction des galères, des problèmes, etc. On se disait, on va voir si Curry a l'étoffe d'un vrai MVP. Les gens commençaient un petit peu, c'était un peu le retour de bâton. Les Warriors ont été tellement dominants si longtemps qu'on commençait à entendre ouais, finalement, il était fort parce que l'équipe était forte, etc. Et cette année, elle pèsera pas forcément. Voilà, je sais très bien que ce sera pas MVP, c'est même pas forcément lui qui le mérite le plus. Mais au bout du compte, cette saison, je pense qu'elle elle valide ses titres de MVP précédents, elle valide ses bagues aussi qu'il a gagnées. Et maintenant, la question ne se pose plus. Je pense que même les plus gros haters des Warriors reconnaissent que ce mec-là, c'est pas juste un shooter ou un gars qui peut mettre des paniers quand il y a une grosse armada autour de lui. C'est réellement, je trouve que cette saison valide son statut de franchise player sur l'étendue de sa carrière. Moi, pour revenir sur un truc qu'a dit Antoine sur la définition du MVP, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a autant de définitions d'MVP que de gens qui ont un avis sur le sujet. Moi, en fait, c'est vrai qu'avant, j'avais le réflexe de dire, bon, bah, l'équipe qui est première ou deuxième, bon, tu prends le meilleur joueur et c'est réglé. Maintenant, j'ai un peu changé d'approche, c'est-à-dire que j'ai plutôt des critères excluants, en fait. Parce que le côté valuable des joueurs, voilà, il est incontestable pour Jokic ou Curry. Tu les enlèves, c'est une catastrophe et ils incarnent même le concept de valuable presque. Mais mine de rien, je suis encore un peu attaché au bilan collectif. Et même si effectivement Curry fait en sorte que les Warriors soient borderline playoff dans un format traditionnel, c'était presque pas assez haut pour moi pour que je le mette plus que deuxième ou troisième, quoi. Si toutefois alors que Jokic, avec les galères qu'ils ont eues de blessures, le début difficile et machin,
il arrive à les faire finir troisième de la plus relevée des conférences, en ajoutant à ça le côté dont on ne parle pas non plus, mais le côté spectaculaire. Enfin, regarder Jokic, c'est un régal parce qu'il y a le côté spectaculaire. C'est pas le MVP boring voilà, qui est juste efficace et qui fait le taf. Il est ultra spectaculaire. Et moi, j'aime bien inclure ça aussi dans ma définition du MVP sur une saison, en tout cas. Donc, ça doit être une photographie d'une saison en particulier. Je me souviendrai de la saison où Jokic, même avec l'absence de Murray, il a continué à faire des passes laser dans le dos et à progresser. Parce il pourrait presque postuler pour le MIP parce qu'il a vachement augmenté au niveau du nombre de points par match. Sa défense, qu'on a souvent critiquée, elle a été aussi en progression, mine de rien. C'est pas un handicap pour les Nuggets quand il est sur le terrain. Voilà, donc pour moi, l'argumentaire maintenant est plus simple maintenant que la saison régulière est terminée. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, et effectivement, je pense que Jokic est le MVP sur cette saison-là. Et finalement, il y a peut-être quelqu'un dont on n'a pas parlé, là, c'est Joel Embiid, qui était longtemps aussi parmi les favoris, voire le favori à un moment de la saison. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui a penché pour vous si on devait juste faire un petit focus entre Jokic et Embiid? Est-ce que c'est le nombre de matchs manqués? Est-ce que c'est le fait qu'il soit effectivement mieux entouré malgré tout que Jokic? Qu'est-ce qui a pu peser dans la balance pour vous? Ouais. Vas-y. Non, vas-y, Shai, t'inquiète. Oui, je pense que c'est à peu près la même chose. Enfin, moi, c'est clairement le nombre de matchs et le fait que sa dynamique elle a été interrompue et qu'après, ils n'ont pas trop tiré sur la corde avec lui en termes de temps de jeu et de repos. Voilà, s'il avait fait l'essentiel de la saison, s'il n'avait pas manqué, je ne sais plus combien de matchs il a manqué, mais il aurait pu être MVP assez largement parce que justement, sur la deuxième MVP race qu'on avait faite, il l'était et c'était assez indiscutable parce qu'il était excellent des deux côtés du terrain et Philadelphie était dans les 2-3 meilleures équipes de la ligue. Antoine, moi, c'est là où c'est là où je me rends compte que moi, j'ai changé ma vision parce que, en fait, je pense que, bon, il n'a pas joué assez de matchs, mais je crois que même s'il avait joué tous les matchs, je ne l'aurais pas mis MVP. Parce que tu vois, sur ce que je disais sur le côté valuable, c'est-à-dire que Embiid, il transforme une bonne équipe en candidat au titre. Mais il a de base une bonne équipe. De base, les Sixers, avec la manière dont ils se sont reconstruits, avec la manière dont ils ont arrangé leur effectif pour que si tu veux, leur 5, ça colle mieux, que ça soit plus complémentaire. En fait, tu enlèves Embiid, et d'ailleurs, quand ils n'ont pas eu Embiid, ils ont aussi gagné des matchs. Tu as quand même une équipe qui peut vraiment jouer. Tu as Ben Simmons qui va jouer différemment, qui va avoir beaucoup plus de ballons. Et on sait que Ben Simmons, entouré de shooters, ça donne une super équipe. Je crois que c'est l'année où Simmons et Rookie, ils font une super fin de saison sans Embiid, avec Simmons qui cavale, qui joue un peu à la Magic. Il joue vraiment en mode meneur de jeu. Tu as ça avec Seth Curry, Tobias Harris, etc. Tu as une bonne équipe. Et Embiid leur fait passer un cap. Mais je trouve que le cap que Jokic fait passer aux Nuggets, il est plus important. Vraiment, je pense que même s'ils sont très bien coachés, les Nuggets, donc c'est un peu dur, mais si tu les imagines sans Jokic, tu ne peux pas te dire que ça va pas être une équipe, c'est pas une équipe dégueulasse, tu vois, mais ça va être une équipe moyenne à l'Ouest. Et vraiment, il arrive et là, si tu mets une série sur 7 matchs entre les deux, tu n'es même pas sûr que les Sixers soient meilleurs. Alors pourtant, Embiid, il est quand même mieux entouré. Tu n'es pas sûr que les Sixers ils battent les Nuggets sur 7 matchs, s'il y a Murray et tout. Donc vraiment, je pense que Jokic, il fait passer un cap de plus que Embiid et qu'au-delà des matchs manqués, il y a aussi ça qui joue pour moi. Et c'est vrai que bon, là, on parlait. Vous disiez que Jokic était au-dessus du reste, mais la saison est assez folle parce qu'on a finalement, on n'a même pas parlé de Giannis Antetokounmpo qui fait quand même des grosses stats avec une équipe qui est en train de monter en régime, et puis les Bucks qui ont géré un petit peu leur saison régulière de manière à pas trop montrer de choses, à essayer, à tenter des choses. Donc je pense que leur bilan est peut-être un peu faussé par ce genre de choses. On n'a même pas parlé, finalement, on parle même plus d'un mec de quelqu'un comme Russell Westbrook. Je dis pas qu'il mérite d'être MVP cette année, mais voilà, on se rappelle que la première année où il était MVP, le fait qu'il réussisse un triple-double en moyenne sur la saison avait pesé extrêmement lourd dans la balance. Au bout du compte, il a banalisé ça tellement que maintenant, ça ne nous passe même plus par la tête forcément de le considérer pour la discussion. Ouais, si tu veux... Là, tu parlais d'autres qu'on aurait pu mentionner, mais je pense que Chris Paul, par exemple, va avoir des votes. Parce que pour le côté valuable, il te fait passer une équipe qui n'était pas en playoff à l'équipe numéro 2 de la NBA. Donc, il a le côté valuable avec. Alors, lui il va pâtir peut-être de stats qui ne sont pas aussi ronflantes que tous ceux qu'on a cités. Mais sur le côté. Voilà, on va se souvenir de cette saison-là, comme on va voir pour les playoffs, mais en tout cas pour la saison régulière, comme de celle où Chris Paul, qu'on pensait cramer il y a 1 an et demi, 2 ans,
a emmené Phoenix, qui était une équipe qu'on pensait aussi cramer depuis des années, les a emmenés deuxième et peut-être plus. Donc voilà. Donc je voulais citer Chris Paul parce que je pense il mérite qu'on parle de lui, quoi. Non, mais tu as tout à fait raison. Et puis, on n'a même pas prononcé le nom de LeBron James, sauf en Ouais. intro. Et puis, on Ah, sait lui, bien c'est que les matchs, quoi. c'est peut-être lui qui repartira avec la bague au bout. Donc ouais, saison quand même, moi, que je retiendrai comme ayant été assez folle de ce point de vue-là. Dur de faire des pronostics, dur de parier sur un poulain. Et puis, bah, je vous propose qu'on enchaîne avec un autre trophée pour lequel il y a quand même bien moins de candidats, je pense, que pour celui de MVP, ce qui est assez incroyable à dire. C'est celui de Rookie of the Year. Donc, chez les débutants, qui vous a le plus impressionné? J'ai un petit pressentiment concernant Antoine Pimel, qui est le membre président, directeur général et trésorier de son fan club en France. Mais De la je famille préfère Ball, directement. qui s'appelle Antoine Pimel Ball depuis le mois de janvier. Antoine, est-ce que on peut lever le secret là sur ton poulain pour le Rookie of the Year? Alors, j'ai mis la mélo, mais franchement, j'ai beaucoup hésité. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité Je me parce disais que alors, je me disais. je pense honnêtement que la mélo, il fait la première moitié de saison. C'est lui le meilleur sur la première moitié et qu'en fait, sur la deuxième moitié, c'est Anthony Edwards peut très bien le mériter en fait. Après, Lamelo, il n'a pas joué la deuxième moitié, donc à part quelques matchs à la fin. Donc c'est délicat parce que c'est pas vraiment, il a été, si tu veux, battu, c'est juste qu'il n'était pas là. Et qu'avant qu'il se blesse au poignet, il était, tout le monde se disait qu'à l'unanimité, il serait rookie de l'année. Mais j'ai mis Lamelo pour deux raisons. C'est-à-dire que la première, et pour moi c'est vraiment la plus importante, c'est que les Hornets, ils étaient quatrième avec Lamelo titulaire. Ils étaient quatrième Et à Gordon l'Est. Hayward, juste pour un Ouais, et rappel, avant Gordon la Hayward. blessure de Gordon Hayward. Clairement, et Gordon Hayward. Ce n'était pas que la mélo, mais en fait, ils étaient très bien partis pour finir avec l'avantage du terrain. Même, bon, ils auraient pu craquer, tu vois. Même en gardant ces deux joueurs, ils auraient pu craquer, mais ils étaient quand même quatrième, la place qu'ont les Knicks actuellement, qui font une super saison, la place juste devant les Hawks. Donc, en fait, vraiment, le côté, il est arrivé et il faisait gagner cette équipe. Quand il était dans le 5, il faisait gagner et c'est vraiment pas le truc que les plus grands détracteurs de Melo, justement de la Melo, c'était plus, bah voilà, ils s'attendaient à avoir un joueur fantasque mais qui va te gâcher, qui va te brûler des possessions, qui va pas forcément te faire gagner. Et en fait, c'était tout l'inverse. Et du coup, mon deuxième point, c'est qu'en fait, il était même beaucoup plus efficace, même au tir, qu'Anthony Edwards, même si Edwards se rattrape bien sur la deuxième moitié. Mais Edwards, c'est un gars qui scorait beaucoup, mais sans forcément être très efficace. Donc, moi, sur ces deux points-là, vraiment, c'est ça qui m'a fait passer la mélo au-dessus. Mais honnêtement, c'était pas facile. C'était pas genre, ouais, c'est bon, c'est la mélo sûr et certain. Et Shai, de ton côté, c'était aussi compliqué de choisir un vainqueur pour ce trophée? Ouais, c'était pas simple, mais bon, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vraiment, Antoine, dès le début, il me soutenait que Lamelo, c'était un vrai bon joueur de basket, C'est vrai. même avant qu'il hype, alors que moi, je le voyais, j'avais encore les souvenirs des matchs de high school où il jouait contre l'équipe de Zion, où Lavar sur le côté, il l'encourageait à shooter du milieu de terrain en début de possession. Je me suis Ouais, dit, ce c'était gamin, insupportable. il va se manger des tartes en NBA par ses coéquipiers, ça va être horrible. Et au final, je ne sais pas si c'est l'éloignement avec le pro ou pas qui a fait qu'il a été beaucoup mieux coaché et qu'on a pu mieux exploiter son talent, mais j'ai été complètement bluffé de le voir sa première partie de saison en NBA parce que voilà, l'argument d'Antoine sur le niveau des Hornets, en regardant les matchs, on s'apercevait que le gars, on avait l'impression qu'il était là depuis 10 ans et qu'il gérait son équipe sans se départir du côté qui me tient à cœur aussi, c'est quand même un côté un peu spectaculaire, mais pas gratuitement, quoi. Il jouait de façon spectaculaire dans le sens du jeu, quoi. Et alors, si ça aurait été indiscutable s'il n'avait pas manqué autant de matchs, mais Edwards, qui a été lui-même une super bouffée d'oxygène, même en dehors du terrain, je pense qu'on a tous aimé le naturel qu'il a dégagé et sur le terrain, ce qu'il a montré au niveau athlétique, scoring et tout. Au final, il n'a pas tant fait gagner que ça à Minnesota, qui est resté dans la même galère toute la saison. On s'est dit, c'est bien, c'est super, il est prometteur, mais il n'a pas fait ce que Lamelo a fait avec Charlotte en les faisant surperformer, quoi. Donc, Lamelo, ouais. C'est vrai, bah, écoutez, bah, moi je vais pas être original, je vais faire comme vous, même si j'avoue que bon, on sait que les Wolves sont en roue libre, mais c'est un peu incompréhensible de voir pourquoi Anthony Edwards n'a pas eu plus de minutes plus tôt dans la saison. Qu'est-ce que cette équipe espérait jouer vraiment
Pourquoi ne pas lui avoir donné tout de suite beaucoup de temps de jeu pour quitte à ce qu'il fasse plus d'erreurs, mais qu'il puisse s'aguerrir? C'est assez incompréhensible. Après, comme vous, voilà, moi j'ai beaucoup aimé la fin de saison d'Anthony Edwards dans une équipe qui jouait rien, sachant que celle de la Melo, pardon. Oui, la Melo, je précise. Hein. Melo, c'est Carmelo Anthony. C'est vrai, c'est vrai. Que la Melo, voilà, dans une équipe sérieuse qui jouait des choses, même si elle est sortie un peu salement du play-in, intéressant. J'ai une question pour vous, alors qui ne pèse pas forcément dans la balance hein, pour ce type de Rookie of the Year, mais c'est une question que je me posais au sujet de la Melo Ball. Est-ce que vous le voyez une grosse marge de progression encore? Ou est-ce que, alors je force le trait, mais moi, je me pose la question de savoir, parce que ça fait déjà tellement longtemps qu'il évolue dans un milieu professionnel ou semi-professionnel, est-ce que sa marge de progression, selon vous, est aussi grande que son âge devrait le laisser entendre? Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a un petit côté Brandon Jennings, même si je pense qu'il peut faire mieux que Brandon Jennings. Je pense effectivement qu'il y aura un côté, genre, c'est pas parce que là, il fait une très grosse saison que tu dois t'attendre à ce qu'il devienne Stephen Curry ou qu'il soit un joueur MVP, même si j'aime beaucoup le joueur, j'adore le joueur. Je pense pas que ça deviendra une première option capable de te mener au titre, tu vois, par exemple. Ok, il a 19 ans, il est déjà en 17, 6-6, mais je ne m'attends pas à ce que ça devienne Stephen Curry, quoi. Et toi, je pense que bien coaché et en ayant les moyens de faire une saison complète avec un effectif digne de ce nom, parce que je suis d'accord avec toi, Antoine, je pense effectivement que c'est peut-être pas le franchise player au sens traditionnel du terme qui va porter tout le monde sur ses épaules au scoring, en défense, tout ce que tu veux. Mais par contre, en fait, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit ce joueur-là et qu'il ait déjà une telle maturité et des pourcentages, parce que on pensait pas qu'il shooterait aussi bien à 3 points, alors que c'est un paramètre essentiel aujourd'hui, même à son poste. Je lui vois une marge de progression justement avec la répétition des matchs, avec un entourage sur le terrain d'un niveau supérieur. J'ai l'impression que s'il a un vrai gros scoreur à côté, par exemple, il peut tourner à 12 passes de moyenne par saison, ce ne sera pas un problème, quoi. Et défensivement aussi, il m'a surpris en fait, parce qu'il a des super bons instincts. On le disait un peu paresseux, feignant, arrogant, tout ce qu'on veut. Je l'ai trouvé sur beaucoup de matchs très impliqué et dans l'effort justement, alors que je ne m'attendais pas à ça. Au final, plus proche même de son frère que ce que je pensais dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il a une marge de progression et que ça va être un joueur référence de la Ligue dans les années qui viennent s'il ne déconne pas, quoi. Ok. Ben, Je me rends compte. Oui, vas-y, Antoine. Excuse-moi, Théo, je me rends compte, du coup, je me suis mal exprimé. Je pense aussi qu'il a une marge de progression. Hein. Je pense que, tu vois, je ne m'enflamme pas sur l'âge, comme tu as dit Théo, tu vois, du coup, sur les 19 ans. Mais je pense effectivement, je pense que ça va devenir un All-Star, tu vois, sur ça, je n'ai pas trop de doute là-dessus. C'est plus sur le côté, est-ce que vraiment il va pouvoir devenir un futur MVP, ce genre de truc. Tu vois, moi, c'est pas Brandon Jennings, j'étais un peu dur quand même. Je pense qu'il est vraiment un Brandon Jennings du riche. Mais parce que tu vois, il peut très bien faire les mêmes stats que Trae Young, par exemple. Donc, mais juste, je ne le vois pas atteindre le niveau en mode c'est vraiment un top 3 NBA, tu vois. Par contre, je pense qu'il va effectivement, comme tu as dit, il va nous faire kiffer pendant un moment, quoi. Il a un côté de Jason Williams qui est en plus fort, du coup, ou en potentiellement plus fort, plus juste comme ça, qui est vraiment intéressant. Non, oui, intéressant cette question du potentiel. Effectivement, voilà, après, pour être un top 3 de la Ligue, c'est vraiment, je pense que c'est limite un autre débat. Mais oui. Déjà, si vous le voyez All-Star, je trouve ça. Mais moi, je me pose la question. Après, à voir, hein, j'avoue que j'étais pas non plus le plus vite emballé par le joueur, donc j'ai peut-être un petit a priori qui joue. Mais c'est là que je trouve qu'Anthony Edwards est intéressant parce qu'il fait tellement diamant brut que j'ai l'impression que la marge de progression, vu ses qualités athlétiques, vu son tempérament, elle me semble vraiment énorme. Enfin, énorme ou du moins importante, peut-être plus que celle de la Mélo. Bon, ça, l'avenir le dira, hein, les blessures, l'éthique de travail, tout ça, on sait que c'est ça qui fait la différence et aussi le contexte. Bon courage pour les fans des Wolves. Hein. J'espère qu'il y aura un peu plus de structure dans la franchise si vous ne voulez pas le voir partir à la fin de son contrat rookie. Mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre à l'avenir, quoi. Je vous propose qu'on enchaîne. Alors là, on a parlé pas mal de scoring, hein, que ce soit avec les rookies ou que ce soit avec les MVP.
titre de trophée meilleur défenseur de l'année, j'ai le sentiment que là, ça ne va pas faire trop débat non plus. Est-ce que quelqu'un a Draymond Green dans son classement ou, Oui, Ouais, moi, Oui, ouais, ah, bah moi aussi je parfait. l'ai. Fais Moi aussi je mentir, bah l'ai. super. Ah, bah voilà, j'ai dit n'importe quoi, donc parfait. Bah écoute, Shai, je te propose de partir sur ton choix. Bah, en fait, donc, si ta question c'était est-ce que je l'ai potentiellement sur le podium ou top 2, oui. Ah non, numéro un, moi, Ah il non, n'y a que les non. numéros un qui m'intéressent. Il n'y a que des numéros un dans ma team. Non, alors, Draymond, il a des arguments parce que Golden State est une top 5 défense avec des joueurs qui ne laissent pas supposer qu'ils peuvent être une top 5 défense et que donc c'est le général de l'équipe de ce point de vue-là. Mais je ne le mettrai pas plus haut que 2 ou 3 parce que là, on peut dire qu'on est chauvin, mais je pense que Rudy Gobert et le Jazz, en fait, cette année, parce qu'ils ont personne pour le MVP, il faut bien récompenser quand même le fait qu'ils aient fait une aussi bonne saison, une aussi bonne saison régulière. Et leur identité, leur ADN, c'est quand même le jeu défensif, même s'ils se sont un peu développés cette année. Et Rudy, c'est le point d'ancrage et c'est le joueur qui fait que tous les autres fonctionnent aussi bien défensivement. Et contrairement à ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, surtout, enfin plus aux États-Unis qu'en France, parce que on sait, mais il n'est pas, comment dire, il n'est pas exclusivement un protecteur de cercle, un joueur qui dissuade. Il est relativement bon pour aussi quand il faut sortir. Il a tous les instincts, l'intelligence de jeu, et cette année, il l'a encore fait. Et Utah est premier de saison régulière grâce aussi à sa défense. Donc, voilà, Antoine aura peut-être aussi d'autres arguments dessus. J'ai hésité un peu quand même avec Ben Simmons parce qu'il méritait d'être mentionné, parce qu'il a défendu sur tous les postes à un niveau très élevé, mais j'ai eu l'impression que la saison de Philadelphie était un peu trop facile et sur un long fleuve tranquille, peut-être que ça m'a moins marqué, mais il méritait aussi d'être mentionné. Mais voilà, moi je vote Rudy sans trop de soucis. Okay. Et toi, Antoine, tu as la mélo aussi comme défenseur de l'année ou... non, moi j'ai Bismack Biyombo. Non, moi j'ai un peu triché, moi. J'ai un peu triché dans le sens où j'ai adapté à ma sauce la manière dont on décerne le meilleur défenseur de l'année. Parce que moi, j'ai Draymond Green. Alors, c'est marrant parce que je l'avais avant le match d'hier et je l'ai encore plus après le Ah match oui. de cette nuit, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais du mal à décerner le trophée. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Shai sur Rudy Gobert et à la base, je me dirigeais un peu vers Gobert. Mais je me suis dit un truc, et c'est pour ça que je dis que j'ai triché, c'est-à-dire que je me suis dit, si demain, on me dit, OK, il faut prendre juste un défenseur dans la ligue dans lequel tu vois, genre, tu as ton équipe, tu as des postes spécialisés, il te faut un mec qui est fort en défense, je vais prendre Draymond Green, en fait. Je vais prendre Draymond Green parce qu'il sait faire trop de trucs en défense, il est trop complet, autant dans la communication, il peut défendre sur trop de gabarits différents. Et pour moi, ça fait qu'il est le meilleur défenseur de la NBA. Et alors, je sais que c'est pas le trophée censé récompenser la saison, mais même sur la saison, j'ai trouvé qu'on l'a vraiment retrouvé en défense, en tout cas par moment. C'est pour ça que c'est un peu injuste, parce que Gobert était sans doute beaucoup plus régulier que Green. Mais vraiment, sur un match, tu as besoin d'un gars qui va défendre. Bah, donne-moi Draymond, quoi. Je veux Draymond, je mets n'importe qui autour, c'est pas grave. Comme tu as dit, ils ont top 5. Tu sais, que les Warriors, ils soient capables de faire des stops défensifs. Après, bon, tu vois, il y a quand même des gabarits. Genre Wiggins, s'il est costaud, est capable de défendre. Curry est plus fort que ce qu'on pense en défense. Mais tu vois, c'est Green et au final autant le moteur en défense des Warriors que Gobert soit du Jazz, même s'ils n'ont pas le même succès. Donc forcément, c'est pas comparable. Mais ouais, vraiment, Draymond est un chez moi, devant Gobert. Intéressant tout ça. Moi, effectivement, j'avais Rudy Gobert aussi. Pour un des arguments que tu as cité, notamment, c'est la régularité. Du début à la fin de la Ouais. saison, on sait que l'essentiel du jeu des principes défensifs du Jazz sont axés autour de Gobert. On sait aussi, on le dit moins, que l'essentiel des principes offensifs d'Utah sont déterminés en fonction Par de ses Rudy écrans. Gobert et sa capacité à porter les écrans, à rouler au panier. Alors, il y a l'aspect aussi, et comme pour toi, Shai, le côté, bon, bah, finalement, il n'est pas dans la course au MVP, alors que si on devait prendre le joueur le plus important de la meilleure équipe de la saison, il devrait être systématiquement dans la discussion. Et puis, sur cette saison encore, les stats avancées, alors on ne va pas vous embêter Ouais. avec les chiffres, mais pour moi, sont assez dingues. Il n'y a pas une seule catégorie dans laquelle Rudy Gobert n'est pas la tête et les épaules quasiment devant tous les autres sur toutes les stats défensives avancées. Voilà les raisons en gros pour lesquelles j'aurais choisi Rudy cette année.
même si Draymond Green est probablement l'un des meilleurs défenseurs que j'ai pu voir jouer, sa propension à choisir un petit peu les matchs, être parfois plus blessé aussi que Rudy, ou du moins être un peu diminué, font que pour moi, moi, mon vote pour le Defensive Player of the Year cette année aurait été pour Rudy. Il y a quelque chose à ajouter sur Rudy, parce que là, on l'a un peu oublié, mais sur le plan mental, donc il sort d'une saison où il a été le bouc émissaire de la NBA à cause de l'histoire du Covid et des micros. Il a signé un contrat où la moitié des gens ont critiqué le fait qu'il signe un contrat aussi lourd. Shaq. Par exemple. Mais pas que Shaq, partout en France, aux États-Unis, à juste titre ou non, beaucoup de gens ont donc décrété qu'il ne méritait pas de gagner autant d'argent, que ce n'était pas un joueur qui méritait ça. Il a quand même aussi montré par le passé qu'il pouvait être affecté par ce qu'il entendait, lisait sur lui, etc. On sait que c'est pas un mur, hein, le type. Et il fait une saison, il fait cette saison-là où il est aspirant défenseur de l'année, et où il emmène son équipe avec d'autres, hein, il n'est pas tout seul, mais et il emmène son équipe à la première place de la ligue. Sur le plan mental, je trouve que c'est assez fort, et je l'ai pas souvent lu en fait. Ouais, t'as raison. D'accord avec tout ça, même si effectivement pour Draymond Green, je le mettais en forme de boutade au début, mais il y avait bien entendu des arguments cette année encore. Je vous propose de passer sur le trophée de coach de l'année. Alors pour moi, c'est souvent l'un des trophées les plus compliqués à attribuer. Quand je regarde parfois par le passé, il y a des sélections ou des choses qui me font qui me donnent envie de hurler en voyant la carrière que certains coachs qui ont eu le trophée ont pu avoir par la suite, quand on compare avec le fait que certains entraîneurs, je ne vais pas dire Eric Spoelstra, mais Eric Spoelstra ne l'a jamais eu par exemple, ou Jerry Sloan à l'époque. C'est toujours très complexe. Cette année, cependant, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux prétendants, en tout cas, qui se détachent un petit peu. Je ne sais pas quel est votre avis. Antoine, qu'est-ce que tu avais pour ce trophée-là? Je suis d'accord avec toi, il y en a deux. Moi, j'ai mis Thibodeau sur les deux. Yes. J'ai mis Tom Thibodeau pour une raison simple, c'est qu'au final, le groupe des Knicks, il a très peu changé. Et il passe d'une saison de merde à quatrième à l'Est en ayant l'avantage du terrain et dès sa première saison. Et il a réussi en fait à faire passer le message aux jeunes, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. Je pense qu'un coach comme lui, c'est pas facile d'avoir un groupe de jeunes joueurs. C'est pas sûr que ça colle. Et au final, ça a parfaitement collé. Et il y a plein de joueurs en fait de son équipe qui ont progressé, quoi. On verra plus tard avec le trophée du MIP, mais tu as plein de mecs des Knicks qui ont progressé dans plein de domaines. Toute l'équipe a adhéré à sa philosophie. Et ouais, voilà, les gars sont en play-off. Donc, moi, je pense que le succès des Knicks s'explique beaucoup par Thibodeau, et c'est pour ça que c'est mon coach de l'année. Shai. Ouais, je suis d'accord. En fait, ce que j'attends, entre guillemets, d'un prétendant au titre de coach de l'année, c'est de voir sa patte sur une équipe, surtout quand c'est un nouveau coach. Thibodeau, nous les premiers, je pense, on était tous à se dire qu'il était has-been et qu'il n'était pas fait pour coacher peut-être dans la NBA actuelle, qu'expérience avec Minnesota, où il avait le poste de GM en plus, avait été désastreuse. En tout cas, pas au-delà de la première saison. Et là, on a clairement vu les Knicks complètement changer et jouer avec son identité défensive. Comme tu disais, il les a emmenés là où on ne pensait vraiment pas qu'il pourrait les emmener. Après, je pense que c'est possible que Monty Williams ait le trophée, parce que ce que fait Phoenix, c'est impressionnant aussi. Mais j'ai pas la même impression d'influence, d'impact sur le jeu de l'équipe, même si ça avait commencé l'année dernière au final. Phoenix avait bien fini la saison, c'était intéressant à voir. Mais je pense que la présence de Chris Paul, mine de rien, aide beaucoup Monty Williams. C'est une sorte de second coach sur le terrain, et ça l'aide beaucoup. Thibodeau n'a pas ce joueur-là dans l'effectif pour l'aider à piloter depuis le terrain. Et puis on peut aussi citer peut-être Quinn Snyder, qui fait premier avec Utah. C'est peut-être pas la saison où il la mérite le plus, parce qu'il a, dans d'autres circonstances, dans d'autres saisons, il avait fait de surperformer Utah au moment où on ne l'attendait pas. Mais au final, il a le meilleur bilan de la ligue, et c'est aussi souvent ça qui compte. Donc je pense qu'il mérite d'être mentionné au moins.
Ouais, ouais. Bah, voilà, encore une fois, je suis d'accord avec pas mal de choses que vous avez avancées, même si moi, j'aurais choisi Monty Williams pour cette saison. Avant de venir à Monty Williams, j'ai vite fait donner mon avis sur les deux entraîneurs dont tu parles. Quinn Snyder, tu as totalement raison sur le fait que voilà, il a su construire une équipe sur la durée avec des principes, des joueurs, ça roule. Et finalement, je pense que ce qui l'handicape un petit peu dans cette course au coach de l'année, c'est justement le fait de pouvoir se placer dans la continuité par Ouais. rapport à d'autres entraîneurs qui ne sont pas dans la continuité. Et le fait que même si les playoffs ne sont pas censés rentrer en ligne de compte quand on décerne les trophées de la saison régulière, c'est vrai que le fait de voir que Utah a parfois buté en playoffs jusqu'ici, en ne trouvant pas forcément les clés ou des solutions sur des séries de playoffs longues, le dessert un petit peu, en tout cas de mon point de vue pour cette année, même si voilà, Utah a vraiment fait à régaler dans son style du début à la fin de la saison. Et pour Thibodeau, totalement d'accord avec vous sur jamais j'aurais pensé qu'il pourrait aussi vite transformer les Knicks. Quand on voit les classements des Knicks en défense l'an dernier avec leurs résultats cette année dans toutes les catégories statistiques quasiment, c'est impressionnant. D'autant que la grande question qu'il y avait autour de Thibodeau, qu'on connaît tous comme étant un coach défensif, c'était de savoir s'il serait capable de se réinventer sur ses principes défensifs et ne pas essayer simplement de replacer ce qui avait fait le succès des Boston Ouais, des Bulls. Celtics champions à l'époque et qui ne marchait plus tellement dans la NBA moderne, notamment à cause de l'utilisation à outrance du tir à 3 points. Et de voir qu'il a réussi finalement à évoluer, changer, prendre un groupe qui n'est clairement pas le plus talentueux de la ligue et d'en faire une équipe capable de jouer et d'aller gagner des matchs et même de finir très bien la saison, je pense que c'est quelque chose en tout cas que j'attendais pas. Maintenant, moi, j'aurais choisi Monty Williams parce que là, pour le coup, c'est vrai que l'arrivée de Chris Paul a changé la donne, mais même en prenant en compte l'arrivée de Chris Paul, jamais j'aurais pu imaginer que cette équipe des Suns finirait aussi Mm. haut dans la conférence Ouest et que comment dire que cette équipe pourrait aussi rapidement engranger les résultats, sachant qu'on en avait discuté entre nous pendant la saison régulière même. Il y a des moments où on n'arrivait pas à savoir vraiment si il y avait une alchimie vraiment dans le jeu de cette équipe, si chacun connaissait bien son rôle, si vraiment Booker et Chris Paul, ça marchait systématiquement ou si ils se marchaient parfois un petit peu sur les pieds l'un de l'autre. Au bout du compte, quoi qu'il arrive, Monty Williams a réussi à engranger les victoires, trouver des solutions, ajuster, faire en sorte que l'équipe tourne. Donc voilà, moi j'aurais voté pour Monty Williams cette année, mais Thibodeau était clairement dans la discussion jusqu'au bout. Je pense que Williams, il a vraiment fait du bien au groupe, en fait, depuis l'an dernier, pour les Suns. Il a apporté ça au-delà de son impact sur la manière dont il joue. Je pense il tient le vestiaire, sachant que ce n'est pas l'équipe la plus disciplinée de la ligue, notamment avant son arrivée, du coup. Et Oui, alors, Chris Paul aide, hein, mais et totalement d'accord. Je pense que le binôme Monty Williams-Chris Paul, je ne vais pas dire que c'est des psychorigides, c'est pas ça, mais des gens qui sont habitués à mettre un cadre et à avoir des règles de fonctionnement, que ce soit sur le terrain ou même à l'entraînement, a beaucoup aidé cette équipe qui avait changé de coach un nombre de fois incalculable avec un management qui fait un peu tout enfin, qui donnait l'impression du moins de faire un peu tout et n'importe quoi. Effectivement, je pense que tu as raison là-dessus, Antoine, ça a donné une ligne directrice plus forte à tous ces jeunes Et joueurs. il était un peu considéré comme un has-been aussi, au final, Monty Williams, avec l'échec avec les Pelicans. C'est intéressant de voir que là, on parle de Thibodeau et de Monty Williams. Je pense que personne n'aurait mis un centime sur un succès aussi rapide des deux. On s'était dit, bon, bah, il n'y avait pas eu d'inventivité dans le choix des coachs, on prend des anciens parce qu'il n'y a pas mieux, quoi. Mais ouais, donc c'est bien. Ouais, carrément, carrément. On peut passer sur le trophée de Most Improved Player, si c'est OK pour vous. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas dire que c'est aussi compliqué que de choisir le MVP, mais on peut entendre ce trophée de beaucoup de manières différentes. Qu'est-ce qui compte le plus? Passer de fort joueur à très fort joueur, de très fort joueur à All-Star, ou de mec qui n'avait pas de minutes à mec qui éclate ses stats parce qu'il se retrouve à être mis dans un 5 majeur. Il y a toutes ces choses peuvent rentrer en ligne de compte. Qui pour vous a le plus progressé cette saison? Antoine. moi, j'ai mis Julius Randle. Je suis d'accord avec toi, je crois que c'est peut-être même le trophée le plus dur à décerner parce qu'il y a Ouais. toujours 50 000 candidats.
Je pense que, comme tu l'as dit, c'est plus dur de passer le cap de bon joueur à star. Je pense que celui-là, c'est vraiment le cap. Et alors, encore plus dur, c'est même de star à superstar. Bon, Randle, il n'y est pas. Mais là, il a sa première sélection All-Star, mais c'est même pas tant. Je pense que sa première sélection All-Star, elle est surtout due au bilan, donc c'est même pas tant ça qui m'influence. Si tu veux, il y a un truc chez Randle, c'est, j'ai l'impression qu'on retrouve, et ça fera plaisir à Shai, le Randle de Kentucky, en fait. C'est-à-dire qu'à Kentucky, il avait ce côté bon, bah, allez, je suis chef de meute, vous me suivez, on y va, on bulldozer, quoi, tu vois. Et Onyx, il est enfin un peu ça, où il est en mode, allez, on y va et on va casser des bouches, quoi. On est une équipe de guerriers. Il a cette maturité nouvelle, parce qu'on parle de progression. Bah, pour moi, cet aspect-là, j'ai l'impression que ça a changé chez lui. Tu sens qu'il est plus, même s'il est jeune, il est plus à ses débuts. Tu sens qu'il y a un peu plus de bouteilles. Et vraiment, c'est le leadership, le changement de leadership qui m'a marqué parce que depuis qu'il était en NBA, en fait, les stats, si tu regardes bien, il les a plus ou moins toujours faites. Au Pélican, il était déjà autour des 20 points. Et sa progression statistique cette année, déjà, je pense que c'est aussi dû au fait que Thibodeau le fait jouer, je sais pas, 40 minutes par match. Et il joue tout le temps, et il joue je sais pas combien de minutes. Donc, c'est vraiment pas les Étonnant pour stats. une équipe de Thibodeau, ça. Ouais, voilà. Oh. Et donc, du coup, c'est cette maturité nouvelle par rapport à avant où j'avais l'impression qu'il était plus en mode, il n'était pas chef, tu vois, il venait au Pélican, je ne le sentais même pas forcément intégré, il venait, il faisait ses stats, mais ce n'était pas lui qui guidait l'équipe. Et du coup, au final, ses équipes, elles perdaient et il avait cette réputation de mec qui fait des stats dans le vide. Et là, cette année, vraiment, il y a un truc en plus, quoi. C'est le leader des Knicks, il n'y a pas photo. Et juste sur ça, je trouve que c'est le mec qui a le plus progressé. Shai, Ouais, qui tu avais, toi? complètement d'accord avec Randle, même s'il y a d'autres joueurs sur des critères différents, mais euh, là, pour le coup, ouais, moi j'adore Randle depuis la fac, où il se mangeait des prises à trois par Kentucky pour des équipes qui étaient complètement impuissantes. Et il faut se rappeler qu'au début de sa carrière, en fait, il se fait une fracture tibia-péronée sur son premier match en carrière, en fait. Et que derrière, il a quand même réussi à rebondir un peu. Et là, on voit l'importance du fit avec l'équipe, du bon contexte, quoi. Là, il a trouvé l'équipe où il pouvait exprimer le leadership dont tu parlais, où un coach lui faisait assez confiance pour lui dire, bon, bah voilà, c'est toi, t'es mon option numéro un, t'es l'alpha dog, fais ce que tu as à faire. Et aussi bien statistiquement que sur ce bond entre joueurs de stats et joueurs qui fait gagner avec des stats, là, il est assez indiscutable cette année, quoi. C'est son équipe qui est la mieux classée parmi les candidats parce qu'on peut penser, par exemple, même si ça s'est moins bien fini pour lui sur la deuxième partie de saison, mais Zach LaVine avait ce profil-là aussi, par exemple, où on se disait, bon, c'est bon, c'est un scoreur, il est fatigant, on a compris, il va jamais passer le cap. Il est devenu All-Star avec des pourcentages énormes. Et si Chicago avait été, je sais pas, top 6, top 5 à l'Est, il y aurait eu discussion parce qu'il a aussi beaucoup progressé de ce point de vue-là. Mais Randle, Randle indiscutable et vraie révélation de la saison. Moi, il était dans mes finalistes. J'ai quand même finalement opté pour mon gars sûr, Michael Porter Jr., pour des raisons dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, Antoine. C'est le fait qu'après la blessure de Murray, finalement, les Nuggets ont réussi à rester dans le flot de ce qu'ils faisaient, grande partie grâce à Jokic, clairement, mais aussi parce que, à mon sens, Michael Porter Jr. a su endosser ses nouvelles responsabilités sans faiblir, sans flancher du tout, et qu'il a tout de suite permis à cette équipe de Nuggets de garder quand même une espèce de rythme de croisière sur la fin de saison impressionnant. Voilà, moi je pense que pour ceux qui ne sont pas au sein de la rédaction de Rivers ou Basket Session, sachez que les discussions autour de Michael Porter Jr. Sont assez fréquentes et souvent fleuries. Mais voilà, je pense que le gars a gros potentiel et sur ce qu'il. Je lui prêtais cette capacité à pouvoir hausser son niveau, mais moi j'étais un peu bluffé par la facilité avec laquelle ça s'est fait et notamment le fait que ça se transforme par des victoires pour Denver. Moi, je l'avais en numéro 2. Mais il y a un truc, c'est que en fait, c'est injuste, c'est pas de sa faute, mais j'ai l'impression qu'il est prêt depuis déjà l'an dernier, si tu veux. Que en fait, s'il voulait vraiment faire, bon, il l'aurait peut-être pas fait aussi bien, mais que si tu lui avais donné des minutes l'an dernier, il t'aurait fait la même chose. Peut-être pas avec autant d'efficacité, mais tu sens que le gars, il avait faim et ça se sentait déjà dans la bulle que, en fait, dès que les Nuggets allaient le faire jouer, dès qu'on allait lui donner du temps de jeu, le gars allait être fort. Et du coup,
ça me marque moins, tu vois, niveau progression. Même si je pense qu'il méritait aussi, il peut mériter le trophée. Hein. Je ne serais pas choqué si c'est lui qui récupère le trophée. C'est toujours un peu délicat avec les sophomores. Encore plus pour un mec qui a fait une saison blanche en tant que rookie, qui du coup a été rookie sur sa deuxième saison et qui joue maintenant. C'est délicat à c'est vraiment souvent le débat, c'est quantifier. souvent le débat dans les discussions. Dans les discussions de MIP, tu as Ouais, toujours le débat, le MIP d'opportunité, donc celui qui n'avait pas de temps de jeu, qui n'est pas devenu plus fort, mais qui a juste eu des minutes, et le MIP qui a métamorphosé sa façon de jouer et qui a fait une progression claire et nette, quoi. après, je pense qu'il a quand même step up. Hein. Comme dit Théo, je suis d'accord, Ouais. il a vachement step up, et notamment quand Murray était haute. Et juste, tu as dit un truc sur Lavine que je trouve intéressant. Zach Lavine, Lavine, pardon, il a progressé, mais je trouve qu'il a ultra progressé individuellement, en fait. Je ne sais pas si vous voyez le genre. En fait, on dirait le prototype du mec qui travaille énormément. Je pense qu'il doit avoir une super éthique de travail. Du coup, il est devenu super fort sur ses tirs. Ses gestes, il les répète et il les fait à merveille. Mais c'est tout l'aspect individuel, tu vois. C'est-à-dire qu'il devient un scoreur de plus en plus fort. Il devient même peut-être un meilleur passeur parce qu'il lit mieux le jeu, un tireur de plus en plus adroit. Mais il ne devient pas forcément un mec qui comprend, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse pour faire gagner mon équipe. Et je pense que c'est ce qui pénalise les Bulls. Du coup, il est un All-Star parce qu'il va taper ses 25 points avec de plus en plus des pourcentages. Il va finir. Tu sais, potentiellement, il pourrait être un 50, 40, 90. Tu vois, mais et les Bulls seraient un bilan de 45%, tu vois, ou de 40%. Parce qu'il n'a pas ce truc. Et des fois, d'ailleurs, il y a des matchs où il n'était pas là et il joue pas forcément moins bien sans lui, en fait. Ouais. Il y a des mecs qui prennent le relais, il y a d'autres gars qui scorent, c'est moins un joueur et c'est plus un truc collectif. Ils sont forcément un peu moins forts, mais ils n'ont pas des moins bons résultats sans Lavine. Très vrai sur tout ça, effectivement. C'est la grande question, c'est de savoir si on sait qui est Zach Lavine comme joueur, si lui le sait, si les Bulls le savent. On espère pour Chicago que l'an prochain, il y aura un peu plus de clarté, et de direction là-dessus. Il est free agent ou pas je crois qu'il est free agent, non? Ah Je ouais, sais il me plus. semble. Il faudrait vérifier ça. Ouais. Je sais pas s'ils vont le. S'ils sont malins, ils peuvent tenter de le transférer en le signant un sign trade pour profiter de sa valeur. Mais non, OK, il lui reste une année de contrat. Bon. Bah, ça, même ça, il pourrait tenter, hein, franchement. Bon, À c'est le voir, je débat. pense qu'il faudra quand même voir ce que voilà, avec avec Vucevic, voir un petit peu ce Ouais, que ça peut donner avant de changer de cap. Mais effectivement, la question, tu as raison de le soulever, parce que la question va se poser très vite pour Chicago l'an prochain, du moins jusqu'à la trade deadline. Je pense que ça sera un peu une période pour eux de voir ce qu'ils peuvent espérer de ce duo et ce qu'ils peuvent construire sur ces deux joueurs-là. c'est clair. Alors, il nous reste plus qu'un seul trophée officiel, parce qu'après, voilà, on vous a réservé, on a 3 petits trophées à part juste à nous, mais pour la liste des trophées officiels de la NBA, il reste celui de 6e homme, qui est souvent rebaptisé le trophée du plus gros croqueur qui sort du banc. Je ne sais pas qui vous aviez dans votre escarcelle pour cette saison. Shai, à qui tu aurais remis ce trophée cette année? Donc, je pense que c'est Jordan Clarkson qui va gagner. Mais comme tu disais, c'est un type qui peut prendre 28 ou 29 shoots en sortant du banc. Il est vraiment dédié qu'à ça. Et je ne sais pas si c'est vraiment sa production en sortie de banc qui a un impact positif sur les résultats du Jazz. Moi, j'ai choisi un autre joueur du Jazz. On en parlait en antenne avec Antoine. On savait pas au final s'il était vraiment éligible, mais au final, si. Joe Ingles, du coup, qui a un petit peu, je crois que c'est 6 ou 7 matchs de plus comme remplaçant que comme titulaire. Lui, pour le coup, ses entrées, elles sont toujours, c'est létal, quoi. C'est-à-dire qu'il va entrer, il a un true shooting percentage hyper élevé cette année, pas loin des meilleurs de tous les temps. Dès qu'il a le ballon, il fait quelque chose de bien. Défensivement, c'est intelligent. Il apporterait. Moi, je vois vraiment à chaque fois que je tombe sur un match du Jazz et que je le vois entrer, voilà, il y a une dynamique qui change et pas juste comme avec Clarkson, plus de shoot et plus d'agressivité offensive, quoi. J'ai l'impression que quand il est là, tout le monde autour dit bon, c'est bon, Joe est là, il va faire le taf, tout va bien, quoi. Antoine, toi, Non, qui ouais, t'avais choisi? moi, je suis comme Shai. J'ai Joe Ingles. Alors, je voulais surtout pas mettre Jordan Clarkson. Je l'ai même pas dans mon top 2.
En fait, tu as tout à fait raison. En fait, le sixième homme, le trophée du sixième homme, c'est devenu le trophée du mec qui sort du banc et à qui on dit juste, vas-y, prends tes shoots. Et du coup, ça a commencé avec Jamal Crawford, mais encore pour Jamal Crawford, je trouve qu'il y avait une certaine, tu vois, il y avait une certaine légitimité. Il y avait même une légitimité certaine, elle était là. Et du coup, on a gardé ce profil et maintenant on le donne que à des mecs comme ça. Tu vois, ça a été Lou Williams, ou pareil, ça pouvait encore se discuter. Et maintenant Jordan Clarkson. Mais moi, je suis pas vraiment d'accord. J'ai préféré chercher un mec qui a vraiment un impact. Alors, c'est pour ça que j'avais deux gars, c'était Joe Ingles et Derrick Rose. Ouais. C'est les deux remplaçants qui, pour moi, ont un impact sur leur équipe. Et si tu regardes tous ces mecs-là, là, pas Crawford, mais les Williams, les Clarkson, même Montrezl Harrell de l'an dernier, c'est des gars en playoff, tu n'es même pas sûr de pouvoir les faire jouer en fait. Tu n'es même pas sûr qu'ils puissent avoir un impact sur un match important parce que leur jeu c'est juste, ils ont une carte blanche pendant la saison où de toute façon, à un moment, tu as besoin de reposer tes stars et tu as besoin que ce soir, tu as un gars qui te porte offensivement et qui n'a pas besoin de défendre, on s'en fout, ça joue différemment. Et du coup, tu te mises sur ce gars-là qui va mettre 18 points par match en sortant du banc. Mais c'est pas forcément ton meilleur joueur ni ton joueur d'impact. C'est même pas forcément ton meilleur joueur du banc, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, je suis d'accord avec Shai et Joe Ingles. C'est un meilleur remplaçant que Clarkson. Alors, il fait 30 matchs en tant que titulaire sur les 67. Mais malgré ça, je préfère vraiment que ça soit lui. Je me dis que c'est leur joker, quoi. Plus que c'est le gars qui va tout faire, qui va vraiment avoir un impact sur le jeu et qui peut les faire gagner beaucoup plus que Clarkson. Et j'avais hésité avec Rose parce que je trouve qu'il a eu vraiment un gros impact sur les Knicks. Mais... Ouais, si Rose n'est pas tradé en cours de route et qu'il commence la saison avec les Knicks, je pense que je vote pour lui. Hein. Ouais, bah, c'est très intéressant tout ça. Je me rappelle d'une discussion, Antoine, où tu avais sorti un argument que j'avais trouvé très fort pour Clarkson et les joueurs comme ça, c'est qu'en saison régulière, ils font une grosse partie de leur stats en jouant contre les second units et que quand tu te retrouves en playoff, tu te retrouves avec des rotations resserrées à jouer contre plutôt les premières units ou du moins des effectifs plus forts. Donc, encore une fois, les playoffs ne sont pas censés rentrer en ligne de compte dans l'évaluation de la saison régulière, mais je pense que c'est intéressant de garder ça en mémoire parce que ça permet d'étalonner un petit peu le niveau réel des joueurs les uns par rapport aux autres. Et c'est pour ça que moi, j'aurais choisi Derrick Rose, même si effectivement, voilà, il y a le trade en cours de saison. Mais ce que je trouve intéressant avec Derrick Rose, c'est qu'au-delà de sortir du banc et de faire des stats qui sont impressionnantes, quand il termine il est souvent dans les joueurs qui finissent les matchs. Et quand on regarde les meilleurs 5 des Knicks cette saison, c'est souvent quand Derrick Rose est sur le terrain. Donc je pense que son impact est plus substantiel que celui de Jordan Clarkson. Par contre, sur Joe Ingles, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense aussi que c'est une des grandes raisons pour lesquelles le Jazz a été aussi fort cette année, aussi constant et a pu encaisser la blessure notamment de Donovan Mitchell. Voilà, pour moi, c'était un peu les deux vrais, on peut mettre autant de guillemets qu'on veut, mais finalistes pour cette élection-là. Eh ben, ça nous fait une belle brochette de trophées pour la saison. Pour finir, je vous propose qu'on parte sur 3 petits trophées, ou du moins, voilà, c'est des petites des remarques sur la saison un peu plus personnelles. Je voulais commencer par vous demander quelle a été la plus grosse surprise pour vous cette saison. Alors, ça peut être une équipe, ça peut être un coach, ça peut être un joueur, ça peut être un match, même pourquoi pas. Quelle a été la plus grosse surprise, la chose à laquelle vous attendiez le moins? Allez, on va commencer avec toi, Shai. On en a parlé tout à l'heure, mais voir les Knicks aussi haut, aussi compétitifs, même dans la conférence Est, moi je m'attendais à une saison de reconstruction où Thibodeau poserait les bases de la reconstruction avec un nouveau front office. Voilà, ça partait pas pour être une saison où l'équipe allait être compétitive, quoi. Et les puis il y a l'émulation autour parce que les Knicks, c'est une franchise historique. On aime bien, enfin tout le monde aime bien se moquer des Knicks, mais dès qu'ils sont là, c'est bon pour le business, pour l'intérêt. Ça participe à ça aussi. Donc je m'attendais pas, j'espérais, mais je m'attendais pas à les voir aussi enthousiasmants parce qu'à regarder jouer, voilà, c'est un peu un basket old school comme on pourrait dire, mais voilà, il y avait de l'envie, ça se bagarrait. Voilà, je m'attendais pas à ça et je pense que c'est ma plus grosse surprise de la saison. Antoine, qu'est-ce qui t'a pris par surprise cette année? Ouais, les Knicks et les Suns, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Voilà, les Knicks, je suis tout à fait d'accord avec Shai. Hein, je les voyais vraiment pas aussi haut. Je pense que je les voyais
très bas dans le classement et du coup les imaginer quatrième, même si je trouve que c'est un peu trompeur des fois à l'Est. Et c'est pour ça que je vais dire les Suns aussi, parce que même avec Chris Paul, c'était difficile d'imaginer que les Suns, quand même, ils se classent aussi haut dans le top 2. Ils luttaient pour la première place jusqu'à la fin de la saison. Je ne suis pas sûr de ce que ça a donné en playoff, encore moins vu qu'ils jouent contre les Lakers. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'ils aillent loin. Mais ouais, les retrouver aussi haut, vraiment, ça m'a surpris. Il y a quand même eu des moments où tu avais l'impression que c'était une équipe qui était forte depuis longtemps. Alors que ce n'est pas vrai, en fait. Ils sont forts depuis 5 mois, tu vois. Mais dans leur manière, des fois, de se comporter, ils se sont comportés comme, voilà, comme une équipe qui joue le haut de tableau depuis 3-4 saisons. Et ça vraiment, ça m'a surpris. Alors moi, j'ai pris un angle un peu différent. Alors je vais passer sans doute pour un énorme hater, mais moi, ma surprise, c'est James Harden. Alors non pas que je sous-estimais le joueur sur ses capacités, mais je vous avoue que je n'avais pas du tout imaginé qu'il pourrait aussi vite et aussi bien s'adapter à un autre contexte, changer son jeu. Alors pas totalement tout le temps, parce qu'il y a des moments en fonction des rotations, en fonction comment dire, de la disponibilité de Kevin Durant ou de Kyrie Irving, où il rejoue un petit peu à la manière des Rockets, si on veut. Mais quand il est les rares fois où ils ont pu aligner la grosse équipe, j'ai été épaté de le voir lâcher la balle aussi vite, bouger, se mettre dans les bons espaces quand il n'a pas la balle, se mettre au service du collectif avec vraiment manifestement l'envie de faire jouer tout le monde, que tout le monde touche la balle ou que tout le monde puisse se mettre dans le flow. Je ne sais pas pourquoi on n'a jamais vu ça quand il jouait du côté de Houston, mais jamais j'aurais imaginé qu'il aurait pu soit en être capable ou du moins en être capable aussi rapidement que ce qu'il a pu montrer avec Brooklyn cette saison. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que ça rouvre la question de qui c'est qui était le responsable de tout ce qui se passait à Houston, même si c'était une bonne équipe. Et, euh, et même si je pense qu'Arden a très certainement une vraie part de responsabilité, il y a des grosses questions à se poser sur le propriétaire et sur le management, sur Daryl Morey aussi, je pense. Mais tu vois, sur tous ces gars qui ont laissé Harden juste faire tout ce qu'il voulait, alors qu'en fait, quand tu le cadres et quand tu le mets dans un autre système, comme c'était à OKC et comme c'est maintenant à Brooklyn, mais tu as un joueur totalement différent en fait. Ouais, intéressant, d'autant plus intéressant que sur le banc, il retrouve Mike D'Antoni qui a coaché toutes ces saisons-là à Houston, Ouais, à même si c'est Houston. plus l'entraîneur en chef. Mais c'est que manifestement, ça colle plutôt bien entre les deux bons hommes. Sinon, on imagine qu'ils ne se seraient pas retrouvés. Mais ouais, c'est surprenant. Et pour prendre le pendant de ça, donc là, c'est la plus grosse surprise. Quelle a été votre plus grosse déception cette année? Pareil, ça peut être un joueur, une équipe, peu importe. Allez, on va commencer avec toi, Antoine. Je ne vais pas être très original, mais je vais dire les Pélicans. Même si, quand ils ont nommé Van Gundy, je m'attendais pas à ce qu'il décolle, tout simplement. Mais c'est quand même décevant parce qu'il est tôt. C'est tôt, hein. Zion, c'est sa première vraie saison. C'est tôt, mais qu'ils n'arrivent pas à accrocher le play-in, c'est chaud, en fait, pour moi. Au moins la 10e place, elle est jouable à l'Ouest, même si à l'Ouest, c'est solide. Hein, et puis, il y a eu des blessures, etc. Mais je sais pas, ils n'arrivent toujours pas à décerner cette espèce de structure claire sur laquelle ils vont se baser. Bon, après, il y a du temps, mais je suis déçu. Franchement, cette équipe, elle m'a déçu. Shai, Bah, même son de cloche, c'est ça? ouais, c'est ça. Bah, j'ai noté les Pelicans parce que, en fait, je me serais plus attendu à ce que les Pelicans fassent une saison comme ont fait les Knicks, par exemple, c'est-à-dire avec un coach qui revient, qu'on pensait un peu has-been, mais qui en fait était toujours vachement proche du jeu et qui avait encore de quoi faire. Et avec des All-Stars, enfin, voilà, Brandon Ingram sortait d'une saison All-Star, Alonzo Ball en progression, Zion, voilà, c'est effectivement ne pas accrocher le play-in, c'est une catastrophe. Et pour rester sur les équipes qui m'ont déçu, j'ai noté Boston quand même, parce que même si là, bon, la saison régulière c'est plutôt bien terminé parce que ils accrochent les playoffs, mais c'est une équipe avec une base qui n'a pas tant changé que ça finalement. Et les voir galérer. Alors, c'est aussi en partie à cause des difficultés qu'ils ont eu, des pépins avec les blessures, le Covid. Enfin, ils ont été vachement touchés, mais le fait que Brad Stevens, que j'inclus dans ma déception quelque part, parce que voilà, c'est un coach pour lequel j'ai énormément d'estime et je considère que c'est un des meilleurs. J'espérais qu'il ait un peu plus
ouais, qui trouvent les ressources pour que Boston reste top 3, top 4. Et après, voilà, ils vont peut-être me faire mentir en playoff, mais je n'ai pas aimé l'atmosphère qu'il y avait dans l'équipe, autour de l'équipe. Des trucs tout bêtes, en fait, mais c'est vrai que le fait d'accueillir Kyrie en héros, quand ils l'ont retrouvé, tout va bien, il n'y a pas de problème entre nous, machin. J'ai pas senti de fighting spirit dans cette équipe, alors que c'était une de ses caractéristiques, quoi. Et puis, Jason Tatum, que j'espérais voir devenir une superstar cette année, a pas pu le faire. C'est pas entièrement de sa faute, mais voilà. Donc une équipe qui a stagné, et ça m'a déçu. Moi, c'est ma déception de la saison, effectivement, Boston. Et moi, j'irais plutôt jeter un coup d'œil du côté du management, en fait, parce que je trouve que cette équipe était tout simplement pas assez. Alors, effectivement, le Covid a joué, les blessures, etc. Mais je pense qu'elle n'était pas assez talentueuse pour tenir les objectifs qu'elle s'était fixés. Et finalement, l'an dernier, les Hornets ont réussi à mettre la main sur Gordon Hayward, donc ça leur a pas forcément servi jusqu'au bout, vu qu'il a été à nouveau blessé et que voilà, ils n'ont pas pu confirmer sur la saison. Mais j'ai l'impression que le départ de Gordon Hayward non compensé, puisqu'il est juste parti, et a été un peu sous-estimé du côté de Boston. Danny Ainge, encore une fois, hein, cette saison ne remet pas en cause tout ce qu'il a su créer du côté de Boston, mais il a pas, je pense qu'il n'a pas su revoir l'effectif. Peut-être qu'il aurait, alors, c'est toujours facile à dire après coup, peut-être qu'il aurait dû prendre un risque, mais quand on prend un risque, on sait aussi qu'on peut se planter. Donc, je ne lui reproche pas forcément de ne pas l'avoir fait, mais le fait est qu'il n'y a pas eu cette arrivée de 109 en cours de saison, ou ce petit apport qui aurait pu redynamiser les choses, comme Blake Griffin a pu le faire dans une certaine mesure avec les Nets, ou même comme un joueur comme Mike James, à nouveau trouvé par Brooklyn, vraiment intéressant, a pu ramener un petit peu de 109. Donc je pense que déception pour moi, pour Boston, d'autant que je suis, et puis marqué par la blessure de Jalen Brown, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau, enfin le gâteau amer, quoi, mais quand on a des joueurs aussi talentueux que Jalen Brown, Jason Tatum, dans une équipe quand même qui a un tel aura, on a envie que ça joue, quoi. Mais je dis pas qu'on a envie, on a envie que ça gagne si on est fan de Boston, mais je pense qu'on a envie que ça aille loin en playoff, de voir des séries un peu épiques avec un club comme celui-ci. Voilà, l'été, je pense, devrait être intéressant à suivre du côté des Celtics, parce que je pense pas que s'ils veulent assumer leur statut, ils puissent repartir avec un groupe identique. Je rajoute juste une petite, quitte à être resté dans les équipes, il y a une équipe qui est l'équipe que je supporte personnellement, c'est les Trail Blazers. Je les aurais aussi mis dedans d'une certaine manière, même si peut-être que du coup je ne suis pas objectif parce que peut-être que j'attendais un peu plus de cette équipe. Mais je trouve qu'il y avait eu un recrutement vraiment intéressant, qui était intelligent, avec un effectif doublé, voire triplé. Bon, il y a aussi eu des blessures, hein, comme tout le monde, il y a eu des blessures, il y a eu du Covid. Mais quand je vois que que le Jazz est premier, que les Suns sont deuxième, alors je te dis pas que le Jazz est une moins bonne équipe que Portland, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, encore une fois, je suis peut-être pas objectif, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait autant d'écart entre ces formations-là. Et vu qu'il y a eu les Lakers qui ont été ravagés et qu'il y a des équipes qui ont dû faire face à plus d'obstacles, tu te dis que rien que la continuité plus les recrues intéressantes de l'été auraient pu te permettre de faire une saison régulière, beaucoup plus régulière justement, et te hisser peut-être plus haut au classement et avoir du même coup une chance d'aller un peu plus loin en playoff, tu vois. Alors que là, les Blazers, bon, tu vois, tu commences direct, c'est quoi? C'est les Clips, non, ils jouent contre qui? Les Nuggets. Bon, ils peuvent toujours passer un tour éventuellement vu qu'il n'y a pas Murray, mais pour moi, tu n'es pas dans la position d'un top 4, tu n'assois pas ta position de top 4 à l'Ouest alors que tu fais un recrutement ambitieux. Ça, c'est un peu décevant, tu vois. Ouais, et puis moi, pour dire deux mots simplement des Blazers, j'ai été très étonné de voir des infos fuitées annonçant peut-être le départ à venir du coach juste avant une série, avant d'entamer les playoffs, ou au moment où les Blazers étaient encore en train de s'arracher pour essayer justement de ne pas participer au play-in. Je te dis si les infos sortent à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas bien établi au cœur de la franchise. Il y a une Non. certaine fin de cycle que tu peux sentir en fait un petit peu. Ou en tout cas au niveau du staff. Là, ça fait déjà 2 fois que, enfin, c'est un peu, comment dire, c'est un peu facile de résumer comme ça, mais ça fait une ou deux fois que Stotts
entre guillemets sauvé par les cadres de l'équipe parce qu'il est très apprécié par Lillard et tout ça. Le propriétaire est décédé il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et là, sa fille qui a repris, apparemment, a des envies de changement. Donc, c'est sûr que là, s'il n'y a pas un gros parcours en playoff, ça risque d'être le moment de changer. Ouais. Oui, je pense que soit le GM, soit le coach. Et j'espère que ça sera... C'est triste parce que j'aime bien Terry Stotts, mais je préfère, quitte à garder un des deux, je préfère garder le GM Neil Olshey et perdre Stotts. Mais oui, je pense qu'il y aura une fin de cycle à mon avis. Bon, et puisqu'on est dans les fins de cycle et les choses qui doivent s'arrêter, je vous propose de passer sur le dernier item, c'est qu'on a appelé plus jamais ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année qui vous a fait vous prendre la tête entre les mains et dire tout ce que vous voulez, mais plus jamais ça? Je vais commencer. Moi, honnêtement, c'est la saga du trade de James Harden. Ça m'a vraiment gonflé parce que, bon, forcément, on devait suivre le truc, c'est normal. Hein. Mais au quotidien, devoir guetter s'il a vraiment envie de jouer, ce qui se passe à l'entraînement, est-ce qu'il a vraiment pris du poids, tout le truc autour de... En fait, c'est dommage qu'une histoire qui était relativement belle quand même. Le gars était MVP, il a marqué la franchise, même si ils n'ont pas été champions, mais il a marqué la franchise quelque part. Et que ça se finisse comme ça, aussi mal, j'aime pas, je trouve que c'est... Et en plus, pour que ça débouche sur le fait qu'il aille rejoindre, qu'il aille former un Big Three à Brooklyn, c'est un peu... J'aime pas trop ce modèle-là pour faire les choses. Après, je suis en faveur du fait que les joueurs aient le contrôle de leur destin, c'est très bien. Mais je trouve ça vraiment dommage que ça se finisse de cette manière-là quand il y a eu une histoire qui a aussi bien fonctionné. Et puis, mais voilà, c'était vraiment le suivi quotidien du. Bon là, aujourd'hui, finalement, il a décidé de s'entraîner. Et puis, finalement, il a laissé fuiter qu'il y avait 2 ou 3 franchises qui l'intéressaient, mais pas celle-là. Enfin, là, en fait, au final, c'est une tendance qui se dessine depuis des années, hein, depuis LeBron James, même s'il était free agent. Là, ça fait, on va dire que c'est peut-être depuis Kyrie et Kawhi, on va dire. Je trouve que c'est usant et j'aime pas trop C'est peut-être bon médiatiquement parce que ça fait parler. Les gens s'intéressent plus à ça qu'au match, mais moi, ça me fatigue un peu. Quoi. Je comprends. Et Houston, je pense, est d'accord avec toi. Oui, c'est clair. Antoine, qu'est-ce qui t'a fait péter un câble? Je suis sûr qu'il y a plein de trucs et que je me souviens pas de tout. Je suis un homme de révolte. Je me souviens plus de tous les trucs qui me saoulent, mais je suis d'accord avec Shai. Alors, paradoxalement, parce que ça fait vendre, mais le côté drama me gonfle. Du coup, le côté drama que les Lakers mettent surtout me surgonfle. Je peux passer pour un haters, mais que tout soit romancé. Quand je lis la dernière fois de Jared Dudley, il parle du parcours le plus dur de l'histoire. Je suis là, hey, arrête frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est jouer les Warriors sans Klay Thompson, après ils jouent les Suns, et après potentiellement ils ont le vainqueur de Blazers Nuggets. Il est où le parcours le plus dur, tu vois? Mais donc tout ce côté, puis, je te parle même pas de LeBron qui avait dit ouais, je me remettrai jamais de ma truc à la cheville. Tu fait une entorse, quoi. Tu sais, enfin bon, c'est facile à dire en étant ici, mais il y a tout le côté drama de la NBA. Et du coup, les transferts, oui, ça me saoule aussi, même si d'un autre côté, bah, c'est aussi ce qui rend parfois la NBA excitante à suivre. Mais vraiment, le truc où je peux plus, c'est André Drummond. Faut qu'on arrête. Faut que tout... Enfin, je sais pas, mais les gens qui pensent que André Drummond va avoir un impact quand il arrive quelque part, il faut arrêter. Ça ne sert... C'est comme Hassan Whiteside. Il faut le basculer dans la catégorie Hassan Whiteside. C'est-à-dire que tu vois, Whiteside, tout le monde a accepté le fait que maintenant, plus personne n'attend rien de lui. Tu vois, ils savent quand il vient, c'est limite, oh, mince, pourquoi Whiteside est chez nous, tu vois. C'est une blague. Et ben, Drummond, il faut que ça soit pareil. Il faut que ça soit la même chose. C'est quand Drummond il signe dans ton équipe, il faut que tu dises mince, pourquoi on a fait ça, tu vois? Ça peut plus, faut plus se dire ouais, il va coller ses 15 points, 15 rebonds, peut-être il est fort. Non, ça c'est fort. Faut arrêter. Okay. Très bon. Et ben, moi, en fait, tout simplement, ce que je veux plus jamais, c'est ouvrir Twitter le matin et voir Klay Thompson out pour la saison. Ouais. 2 saisons de suite pour Klay, un joueur qui est... Si on aime le basket, on ne peut pas aimer ce mec-là. Autant passionné de shoot que d'échafaudage, capable de mettre des paniers complètement tarés dans des quatrièmes cartons hallucinants. J'ai aucune idée de l'état dans lequel il pourra revenir. Tout ce que j'espère, c'est qu'il pourra finir sa carrière sur le terrain
Qu'il soit au niveau d'avant, peu importe. Moi, tout ce que j'ai envie, c'est de revoir jouer Klay Thompson au basket, de le revoir jouer avec Stephen Curry, parce que c'est un des tandems les plus marquants, je trouve, de ces 10 dernières années. Et ouais, quelle joie de le voir sur un terrain. Amen. Pareil. Eh ben, écoutez, bah voilà, je pense qu'on a fait, l'air de rien, on a fait plutôt un bon petit tour de la saison régulière. Maintenant, bah, c'est le temps pour les playoffs. Les playoffs qui sont aussi incertains qu'excitants, j'ai l'impression, dur de mettre des pronostics. Bah, ces playoffs, de toute façon, vous pourrez les suivre sur Basket Session au quotidien et retrouver la plume d'Antoine et de Shai. Et puis, bah, j'en profite pour vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore eu entre les mains, que le dernier MOOC Rivers More Than Ballers toujours disponible, toujours sur la boutique de Basket Session. Et puis, bah, on vous donne rendez-vous très vite sur le site ou pour un nouveau podcast pour parler basket. Allez, ciao les gars. Ciao.